l'objet de notre journée, les carrières de masie ne se prêtent pas à avoir un grand nombre de personnes assises dans une salle. Et nous avons pensé qu'il était préférable de faire une série d'exposés introductifs sur la carrière, sur les carrières en général, sur la carrière de Noir de Masie plus particulièrement, avant l'introduction et la visite de cet après-midi. Sur un tout petit point pratique, donc comme il y a des questions de responsabilité et d'assurance, je demande à chacun de se faire enregistrer chez Ali Kefi avant de descendre dans la carrière. D'accord, ça va? Nous compterons les gens à la sortie, pour être certain de l'oublier. Voilà. Que le compte soit bon. L'idée de venir à la carrière de Noir de Masie, c'est une idée qui a germé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois et demi, à l'initiative de Fanny Descamps, la secrétaire de la Société belge de géologie, de l'ingénieur et de Mécaroche. Malheureusement, qui n'est pas ici parce qu'elle est en voie d'accouchement, on va dire. Voilà. Donc, mais c'est elle qui a eu l'idée au départ et puis qui a œuvré, qui a mis tout en route en quelques jours de pouvoir discuter sur les différents problèmes de la carrière de Masie. Je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement pour dire au nom de la SBGIMR que nous avons ouvert dernièrement notre nouveau site internet sur lequel je pense l'invitation était déjà mise, www.sb. Non? Il n'y a pas de W justement. Il n'y a pas de W. Non, il n'y a pas de W. Allez, vas-y, allez. C'est SBJMR puis BV IGRM. Oui. C'est un peu troublant. Mais bon, on va voir au niveau du niveau sonore. Comme ça, on m'entend juste au bout de la salle? Ça va? D'accord. Et donc, on m'a demandé de parler de plusieurs aspects qui vont être enchaînés. Donc un aspect géologique d'abord, et ensuite des aspects plutôt, je dirais, historiques et un début de technique. Si. Oui, je pointe avec le corps. Et donc, je commande ici. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront d'une leçon de géologie générale, simplement vous rappeler que nous avons un substrat qui est un peu compliqué entre les parties dominées par le paléozoïque, par le primaire et les autres avec une courbure ancien, et vous trouverez peut-être des références, notamment dans les travaux de Constantin Malaise, sur la présence déjà de marbre noir dans le Cambrien. On est persuadé que c'est un problème d'échantillonnage. Il paraît que Constantin Malaise avait l'habitude de se balader sur le terrain avec un grand manteau et qu'il mettait des échantillons au fur et à mesure dans sa poche et que le soir il les retirait dans l'ordre inverse de la visite et qu'il les notait à ce moment-là et qu'il a dû avoir un peu de choc. Et donc il y a un élément noir dans la collection de Bruxelles, que Marlène doit connaître, qui est marqué comme calcaire noir de moustique d'âge cambrien, qui n'a pas l'air d'être cambrien. Enfin, dans l'ordovicien, on a aussi déjà des calcaires qui sont susceptibles d'un beau poli. C'est surtout dans le Dévonien et dans le Carbonifère, et plus précisément à partir du Dévonien moyen, qu'on a une dominance, suivant les moments, de sédimentation carbonatée, qui va vous donner ces calcaires de toutes sortes, dont certains sont d'un grain particulièrement fin et d'une couleur très foncée, qui en font des marbres noirs au sens classique du terme. Ces matériaux ont attiré l'attention de nos ancêtres géologues depuis fort longtemps, donc les grands classiques comme Alus Dallois, Cauchy et André Dumont notamment, et puis ensuite Édouard Dupont. Et au début du XXe siècle, Félix Quézin, qui était assez novateur dans son approche de la sédimentologie, a étudié déjà en grand détail les calcaires noirs, qu'il appelait donc calcaires sapropéliens, terminologie un peu vieillie, et il a publié une synthèse intéressante dans les années 30 dans les mémoires de l'Institut géologique de Louvain, où il donne des descriptions, des visions donc de macrophotos et de la mince et de vision microscopique. Et donc, c'est une des particularités que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de constater parce que ça ne se voit quasiment pas.
Mais le marbre noir de Golzin est caractérisé par une association très typique de microphones, qui sont en fait des micro-piquants d'oursins, donc ces espèces de petites baguettes qui sont très caractéristiques et qui sont associées en fait à des ostracodes, donc minuscules coquilles avec une paroi très très fine, avec une coquille très très fine. Et donc ces deux caractères sont très typiques du marbre noir de Golzin. Ça a été étudié par la suite par d'autres chercheurs. Bon, ceci est déjà une espèce d'encart archéologique. Dans les années 50, en fait, une dame nommée Lisbeth Tollenard a fait une thèse sur la production de la sculpture dite Mosane, mais c'est au sens très très large, et elle a essayé de développer des outils d'analyse pour des œuvres d'art. Alors bon, l'analyse microscopique est une analyse intéressante, mais on va demander à M. Kézerian si on peut prendre un morceau de l'œuvre avec un petit burin pour voir si c'est vraiment du Golzin. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Donc le tout c'est de détourner l'attention du propriétaire pendant qu'on donne un coup, mais dans les églises par exemple ça ne marche pas parce que ça résonne. Et donc avec Kammerman et avec le patron de l'IRPA de l'époque, M. Sneyers, elle a essayé de développer d'autres méthodes d'analyse. Mais en fait, son propos n'était pas une identification très fine. Elle voulait simplement distinguer une espèce de grande production mosane d'une grande production scaldienne. Et donc, pour faire très très court, calcaire de Meuse et calcaire de Tournai. Et en fait, ils ont utilisé essentiellement une méthode de poudre et une méthode de calcimétrie, en partant du principe un peu simpliste que dès que c'était chargé en impureté au-delà de 20-25%, on était d'office dans du Tournai. Quand c'était beaucoup plus pur, on était d'office dans du Meuse au sens viséen. C'était oublié qu'il y avait d'autres choses, dont notamment des choses dévoniennes. Mais donc ça a le mérite d'exister et d'avoir établi une première classification de cette importante production ancienne d'objets en calcaire de type marbrier. Il y a eu ensuite la thèse de Bernard Mamet à l'ULB, dont j'ai un exemplaire, et Marlène me disait que c'était digitalisé et bientôt online. Bernard Mamet était un personnage jovial et sympathique, qui est malheureusement mort il y a quelques mois, et donc qui a fait sa thèse sous la direction d'Augustin Lombard sur ces marbres noirs au sens large. Et donc son approche était un peu différente, et vous savez sans doute qu'Augustin Lombard était un des grands maîtres de la stratigraphie séquentielle. Et donc son approche est essentiellement une approche de stratigraphie séquentielle, et il faut dire que dans l'ensemble de sa thèse, le dévonien ne représente qu'une partie relativement marginale. Je peux vous faire passer la feuille si vous voulez. Et donc c'est surtout en fait les autres niveaux du carbonifère, principalement du viséen, qu'il a étudié. Mais il donne quand même une carte intéressante de la localisation des gisements. J'ai oublié de vous dire, on verra tout à l'heure, qu'entre les deux, il y a eu Paul Dumont qui a travaillé sur le sujet et qui a donné une carte beaucoup plus précise de ces gisements. Alors, simplement un tout petit peu de pétrographie au sens très très large. Ce qui est très, très net, c'est à nouveau la différence que l'on peut faire entre la production de Tournai, avec cet aspect très typique, et notamment la présence très fréquente dans les niveaux les plus fins et les plus noirs de bioturbation qui sont très caractéristiques et qu'on peut percevoir à l'œil avec un peu d'habitude, et une autre production qui est des vonocarbonifères mosans au sens très très large et qui n'a pas du tout cet aspect de Tournai. Et donc on va avoir en fait beaucoup d'éléments noirs qui sont présents. Donc les éléments noirs qui nous concernent ici dans la région de Golzin sont les seuls qui ont été exploités de façon intense dans le Dévonien supérieur, mais dans le Carbonifère, dans le Dinan ancien et plus particulièrement dans le Viséen, on a exploité beaucoup de choses dans la région de Dinan. Je vais montrer avec le doigt, c'est plus facile. Dans la région de Dinan, dans la région de Namur, également dans la région de Theux, parmi les gisements très classiques, et il ne faut pas oublier non plus une exploitation intense du côté de Bazècle, qui a été étudiée autrefois, à l'époque justement de la thèse Mamet, par Pierre Rouget. Et donc tous ces gisements sont très caractéristiques et très particuliers. Donc revoilà le schéma de la chose. Et donc pour la plupart, à part Golzin qui est franien, on se trouve essentiellement dans le Viséen et dans différents niveaux du Viséen. De mémoire, donc Dinan est un Viséen inférieur, Namur est un Viséen moyen, Theux a posé beaucoup de problèmes, on a tendance à le mettre dans le Viséen supérieur de façon globale, et Bazècle, je perds un peu le fil, doit être, si je me trompe, aussi du Viséen inférieur.
Et donc ce qui nous occupe ici, c'est essentiellement les dépôts du Franien, qui ont été étudiés très largement, notamment par Frédéric Boulevin, mais aussi précédemment par une école de Louvain qui était représentée par Nicolas Mouravieff et Étienne Autienne, qui étaient des élèves de Marius Lecomte, qui était, comme vous savez, un des grands maîtres de l'approche du dévonien dans nos régions. Et donc, il y a eu des levées qui ont été réalisées, notamment dans le cadre de la carte géologique, et qui ont permis de préciser les choses. Et donc, en fait, on est au niveau stratigraphique dans ces niveaux-ci, qui sont quelque part dans le Franien, qu'on peut dire Franien moyen, en quelque sorte. Donc, plus ou moins l'équivalent de ces grands édifices gris qui marquent le sud du pays, et qui sont exploités dans la région de Frasnes, Frasnes-les-Couvains et de Gemelles. Et donc, au niveau de l'aspect paléogéographique et paléoécologique, on a des choses qui sont parfois fort différentes. Alors, les conditions qui peuvent permettre le dépôt d'une nicrite fine et homogène sont évidemment des conditions de calme tout à fait particulières, mais qu'on peut retrouver en différents environnements, soit un environnement profond, et donc c'est le cas notamment de la plupart des éléments du Carbonifère, du Vizien dont je viens de vous parler, qui se sont déposés dans des profondeurs importantes, notamment dans le contexte des récifs dits wolsorsiens. Et une autre possibilité, c'est au contraire des choses qui sont très littorales, en quelque sorte, ou périlittorales. Et donc, dans le cas de Golzine, on est en fait dans une espèce de lagon protégé par une barrière récifale et qui est en fait pas très loin de la côte. Et donc, les reconstitutions paléogéographiques vous montrent ici qu'on a un relief, ou en tout cas un haut fond à hauteur du Brabant, et ensuite cette grande plateforme avec des zones même qui sont évaporitiques, des choses en rose, et donc on est dans ces conditions qui sont conditions de lagon calme, dans lesquelles se dépose cette boue très très fine, qui est en fait très peu peuplée de fossiles. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir les blocs et les bancs. On trouve de temps en temps, mais pas dans les niveaux de marbre noir proprement dit, dans des niveaux périphériques, quelques brachiopodes et quelques coraux, mais de façon globale, à part les microfossiles, enfin les quasi-microfossiles que j'ai signalés tout à l'heure, donc les épines d'oursin et les coquilles d'ostracode, on ne trouve quasiment rien comme faune. Donc voilà en fait la répartition qui a été étudiée par Paul Dumont. Donc vous connaissez sans doute Paul Dumont, qui était un élève de Jules Cornet à Mons, et qui a fait sa thèse dans les années, je pense 20 si je ne me trompe, sur le dévonien de Belgique, d'un point de vue plutôt de géologie appliquée, et qui a ensuite travaillé une bonne partie de sa carrière à Merbe-Sprimont. Et qui en a profité pour étudier évidemment tous les gisements que Merbe exploitait à l'époque, non seulement en Belgique mais aussi à l'étranger, et qui a publié une série impressionnante de monographies dans les années 50 sur les effets marbriers, mais dans les années 30, en fait, un article de base, dont vous voyez le début du titre en bas, le marbre noir, sur le marbre noir de la région. Et donc vous avez en fait l'extension des gisements d'ouest en est sur une dizaine de kilomètres, avec les plus occidentaux qui sont en fait à hauteur de Saint-Martin, près du donjon de Villeray, qui passent ensuite vers Mazy, avec la vallée de l'Ornaud, et qui continuent à travers les campagnes pour venir se terminer donc, à hauteur de Rhine, qui est là quelque part. Voilà en fait la carte dans toute son extension. Et donc ce que vous allez voir, c'est en fait dans une région un peu médiane ici. Donc tout à l'heure, Francis nous parlera de l'implantation et de la photo aérienne. Et donc vous avez la carrière dite de la Gasse, qui est celle que vous allez visiter, qui est là. Et vous voyez qu'en fait, le tracé des couches est bien connu, et notamment le décalage à intervalles plus ou moins réguliers ou irréguliers par des failles. Donc voilà un détail de la chose. Donc vous voyez qu'il y a de très nombreuses carrières qui ont été ouvertes dans ces gisements à travers le temps. On en parlera tout à l'heure un petit peu au niveau de l'histoire. Signaler qu'il existe aussi un fort beau livre, et à nouveau c'est Marlène, la femme de toutes les ressources, qui pourra vous en parler plus en détail, le prix de vente et les conditions de vente, qui date de 2014, 14, et donc qui porte le titre de Belgisch Marmer, et qui concerne tous les matériaux marbriers qui ont été exploités. Et donc, vous connaissez tous sans doute cette célèbre rosace d'Yves de Charles-Lorraine, qui est en fait dans l'entrée haute du palais de Charles-Lorraine, où le gouverneur des Pays-Bas de l'époque
a fait réaliser une espèce de vitrine. Il était à la fois grand collectionneur et grand amateur de sciences naturelles, et il a fait réaliser en fait plus d'une vingtaine de rayons qui présentent les différentes variétés de matériaux exploités à l'époque. Le grand sol qui est autour, qui est un sol noir et blanc, donc sans doute Golzine et Carrare, est un sol postérieur parce qu'en fait la pièce a été remaniée au XIXe siècle, vers les années 1850-60, et on a tout déposé et tout reposé, et on a regravé les noms au centre, ce qui fait qu'il y a un léger doute d'une part sur la position des rayons par rapport aux indications, et d'autre part sur les indications proprement dites qui ont été donc regravées. Et avec mon collègue et ami Frédéric Boulevin, c'est lui qui essentiellement est l'auteur de cette pro, je n'ai pas d'exemplaire avec moi, il y a eu, il y a 2 ans déjà, un livre de poche, au sens littéral du terme, et donc c'est la nouvelle collection, enfin relativement nouvelle collection d'Académie qui s'appelle l'Académie en poche, qui consiste en fait en tout petits ouvrages, poche au sens littéral du terme, d'une centaine de pages, enfin non pas d'une centaine de pages, 200 pages, point maximum, qui sont accompagnés de choses modernes, comme on fait maintenant, et donc Frédéric m'a laissé monter au front pour une interview d'1 heure avec un journaliste dont j'ai oublié le nom et qui a commencé par reparler de la stratigraphie du Fresnel supérieur par Conodonte, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et donc c'est un peu de ce que pensaient les hommes. Vous voyez, on se retrouvait dans le cadre de la galerie de l'art de l'Académie, qui est un cadre très chic, dans des fauteuils empire qui ne sont pas très confortables. Et donc 1 heure d'interview sans images, c'est assez compliqué. Et en fait, le deal, c'est ensuite de résumer en 1 minute le contenu de ce qu'on vient de raconter. Et donc, je peux vous assurer que c'est encore plus compliqué de parler 1 minute que de parler 1 heure. Ces choses sont en ligne. J'ai jamais eu le courage de les réécouter. Et donc, si vous voulez, une longue soirée d'hiver, peut-être, ça peut être une occupation intéressante. Alors, on va enchaîner directement, et je vis sans heure, dans les temps, avec les aspects plutôt historiques. Et donc, vous dites que les marbres noirs au sens large ont toujours été en fait un des fleurons de la production marbrière, même de l'industrie extractive belge, et plus spécifiquement wallonne évidemment depuis toujours, depuis la nuit des temps, et que le noir s'est prêté depuis toujours à des usages très spécifiques, notamment dans le funéraire. Et donc ici on a en fait un des rares tombeaux entièrement noirs de la basilique de Saint-Denis, qui est, donc comme vous savez, la nécropole des rois de France depuis fort longtemps. C'est un mausolée qui a été étudié, je disais encore hier, ça ne s'invente pas, par un archéologue du 19e siècle qui s'appelait Alexandre Lenoir, et qu'il a identifié comme étant, ça ne s'invente pas non plus, la tombe de Blanche de Castille. Mais il paraît que ce n'était pas Blanche. Mais enfin bon, peu importe, on a affaire à un matériau qui est probablement tourné, et voilà un genre d'objet qu'il est très difficile d'imaginer d'échantillonner. Donc c'est probablement tourné au niveau notamment de certains caractères un peu schistosés de l'apparence de la matière. Et on a apprécié les noirs essentiellement par leur capacité à prendre un poli extrêmement brillant, tout à fait réfléchissant, qu'on appelait miroir dans les anciens documents, et qui leur donne un peu l'aspect notamment d'un bronze poli. Et donc on les a utilisés très largement pour ces tombeaux, souvent en fait en association avec d'autres matières. Et donc pour les gisants ou pour les statues proprement dites, on utilisait en général du blanc cristallin, très régulièrement plutôt du Carrare, mais parfois d'autres marbres locaux et de temps en temps de l'albâtre. Ici en fait ce sont les gisants de l'église de Brou, à Bourg-en-Bresse, où on a du noir que l'on sait par les archives venir de Dinan, et un mélange d'albâtre locaux, puisqu'il y avait des productions d'albâtre en Franche-Comté, et de marbre de Carrare. Et il ne faut pas oublier qu'on a utilisé autrefois aussi ces matériaux à l'extérieur. Alors, le gros problème que vous connaissez, c'est que nos matières calcaires, qui peuvent prendre facilement un beau poli, le perdent lorsqu'elles sont exposées aux intempéries, et donc se ternissent. Et donc, lorsque vous allez dans la région parisienne, le château d'Annay, qui était en fait le château offert par Henri II à sa favorite, Diane de Poitiers, qui était en bonne partie détruit à la Révolution, a conservé un très très beau portique d'entrée, qui est du grand architecte français Philibert Delorme, et qui a toutes sortes de choses particulières, dont notamment les bronzes qui étaient au départ des bronzes animés. Un relief que vous devinez à peine, c'est en fait une Diane chasseresse, mais ce n'est pas l'original. L'original du Cellini est au Louvre. Et on oublie de dire que cette architecture était extrêmement colorée. Et donc vous le remarquez peut-être plus sur la photo de détail. Vous avez ce qu'on appelle des tables, qui sont des espèces de grandes plaques
de marbre noir, mais également remarquez que tous les claveaux de l'arc sont en marbre noir et qu'au niveau des architraves, c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez en fait des éléments noirs et des éléments rouges. Et en plus, ce qu'on appelait des spolies, donc c'est-à-dire des éléments antiques recyclés, dont cette table qui est très typique d'un porphyre rouge égyptien, qui était le matériau phare, un des matériaux phares de l'Antiquité, avec le vert de Sparte et le jaune de Chentou en Tunisie. Et donc cette architecture devait être, quand elle a été construite, extrêmement bariolée, extrêmement colorée, et on sait que les balustrades de départ étaient des balustrades en marbre noir ajouré. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'on conserve les archives, une partie des archives des fournitures pour Annay. C'est un monsieur nommé Colletel de mémoire qui est cité dans les archives. Et bon, j'ai retenu parce qu'en fait, il est indiqué comme étant tourneur, non pas de son nom, mais de son métier, tourneur sur marbre, ce qui n'est pas très fréquent. Et ce qui est amusant, c'est que ce monsieur Colletel a fourni à Annay des marbres noirs de Dinan et de Tournai en même temps. Ce qui est assez étrange parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un noir qu'un autre noir. En tout cas quand c'est frais. Mais donc ça veut dire qu'à l'époque, on est mis au XVIe siècle, il y avait une distinction entre les deux matériaux, et en fait en fouillant un peu plus, on se rend compte qu'il y avait une distinction et une gradation de valeur. Donc dans certains autres contrats, on dit on veut absolument du Dinan et pas du Tournai. Donc sans doute que le Tournai était une valeur moins importante en termes de coût. À mes moments de loisirs, que l'on devine nombreux, je fais un petit peu d'histoire et j'ai retracé la généalogie d'une famille dinantaise qui s'appelle les Wespin et qui très rapidement ont pris le nom de Tabaguet. On raconte que c'est eux qui ont introduit l'usage du tabac à Dinan, ce qui à un certain moment était un titre de gloire. De nos jours, je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait le cas. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils sont dits tabaguets dès les années 1540 et puis autres. Je ne suis pas spécialiste du tabac, mais il paraît qu'on a fumé du tabac à Paris que vers 1550. Ce qui fait dire aux Dinantais que Dinan a toujours été quelques longueurs d'avance sur Paris au niveau de la mode. Et donc ces Wespin dits tabaguets, on a pu les retracer sur toute une série de générations. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut suivre leur activité qui est très très importante. Et notamment l'extraction et la production de marbre au départ de carrières qui sont clairement identifiées. Et en fait, le fondateur de la dynastie, c'est un monsieur nommé Perpète, c'est aussi un signe de fabrique, de Dinan de s'appeler Perpète, Perpète Wespin, qui a épousé une Catherine Nonon. Et plus récemment, avec un étudiant en histoire, on a pu retracer la généalogie en amont de cette Catherine Nonon, qui a épousé Perpète de Wespin, et on remonte en fait au XVe siècle. Alors c'est assez impressionnant parce qu'on a à peu près une dizaine de générations qui se suivent, dont on peut suivre l'activité. Et alors ce qui est assez impressionnant, mais ça n'a pas encore été creusé, c'est que les Nonons, depuis le XVe siècle, étaient propriétaires exploitants de carrières à Dinan. Et apparemment, en fait, ce sont les mêmes carrières qui ont été reprises par les Tabaguets. Ce qui veut dire que toute la tradition est passée par Catherine, et que Catherine avait quand même 3 frères qui étaient tous les 3 marbriers. Alors ça reste à explorer. Bon, maintenant, on connaît des familles où les femmes parviennent à éliminer leurs frères pour capter l'héritage, mais en fait, ça veut dire, et on le dira plusieurs fois, que la femme, faut-il le dire à une montée d'assistance, joue un rôle extrêmement important dans cette industrie du marbre. Et donc, on connaît de ces Nonons toutes sortes de fournitures, dont notamment la célèbre cheminée du Franc à Bruges, qui est un chef-d'œuvre de bois, toute la partie supérieure est en bois, d'albâtre, donc les éléments blancs, et de marbre noir de Dinan. Et vous voyez que cette matière, qui est quand même, vous le verrez tout à l'heure, et vous la connaissez, qui est dure, qui est difficile à travailler, qui est parfois cassante et autres, on a pu la traiter de façon aussi plastique que si c'était du chewing-gum ou de la pâte à modeler. Et donc, un tour rapide des principaux lieux de production. En fait, il y avait toute une série de carrières qui étaient essentiellement dans la corbeille nord de Namur. Donc, vous avez la confluence bien connue. Et en fait, on oublie souvent de dire que depuis l'entrée à Salzine jusqu'à la sortie au Grand Malade, on avait toute une série de carrières, d'abord en aérien et ensuite en souterrain, notamment de part et d'autre de la chaussée de Namur à Louvain. Et donc, voilà. Donc, j'ai oublié de vous dire, c'est la carte évidemment de Ferraris. On est vers 1775 à peu près. Et donc, vous avez l'implantation de la chaussée de Louvain qui a très peu changé, et notamment de part et d'autre. Donc, ces carrières qui sont indiquées et qui continuent vers les Grands Malades.
Voilà, donc la chaussée est ici en contre-haut. Donc c'est l'endroit du moulin à vent à Bouges. On avait l'ermitage de Saint-Fiacre, qui était en fait le lieu de réunion de l'espèce de fédération. C'était en fait la corporation des tailleurs de pierre et des marbriers. Et ensuite, les installations des grands malades avec l'ermitage de Saint-Hubert, qui était, vous connaissez quelques images, qui était une chapelle en fait incrustée dans les rochers, mais qui a été en fait démolie lors de l'exploitation de ces rochers au XIXe siècle. Et donc, on a conservé des documents tout à fait exceptionnels de ces carrières namuroises. C'est en fait une série de dessins du général de Owen, qui était un général de la période hollandaise, donc on est entre 1815 et 1830, qui était caserné à Namur et qui était un excellent dessinateur et qui voyageait beaucoup. Et donc, il a croqué en fait l'entrée de ces carrières. Il en a dessiné également parfois ou peint l'intérieur. Et donc, c'est assez amusant de voir la façon dont il a figuré les piliers dont on vous parlera en long et en large. Celle-ci est intéressante, mais le cliché est mauvais parce que malheureusement, l'œuvre a disparu. On ne la connaît que par une photographie ancienne. Et alors, de façon plus anecdotique, mais aussi très intéressante, il a figuré la traction des blocs par des chevaux, avec un éclairage que vous devinez très rudimentaire au niveau de l'espèce de lampe à huile. Ça a été étudié aussi très très fortement un peu avant Owen lors de la domination française, et donc on conserve des archives de ces carrières. Donc je ne sais pas si vous savez lire, c'est la carrière dite d'Arquet, qui ont été dressées par les ingénieurs français. Et donc vous savez sans doute que sous la domination française, mais surtout sous le régime hollandais, il y a eu une volonté très très importante, notamment de la part du roi Guillaume Ier de Hollande, de développer les ressources naturelles. Et c'est lui en fait qui a lancé toute une politique, toute une stratégie d'exploitation raisonnée de ces choses-là. Et c'est lui qui a proposé à l'Académie de lancer en fait les questions, dont la question de description de la géologie des différentes provinces. Et vous savez sans doute que la province de Namur a été décrite par Cauchy, celui qui a donné son nom au fameux boulevard, et que Cauchy a décrit dans les années 1823-24 d'une façon extrêmement précise ces gisements. Et il existe également des documents graphiques intéressants à explorer. Et la carte postale, c'est une carte postale du début du XXe siècle qui vous montre qu'à l'époque encore, il y avait des traces de ces galeries, donc vous devinez peut-être des chariots avec à nouveau une traction par chevaux. Dans la région dinantaise, ça a été aussi examiné de façon détaillée, notamment par mon vieux collègue et ami Rick Roussens, qui a donné une carte de répartition des anciennes carrières. Et à nouveau, vous voyez qu'elles sont abondamment représentées sur la carte de Ferraris. Donc sur les hauteurs de Dinan, rive gauche notamment, et également celles que l'on appelle les carrières du faubourg Saint-Paul, donc qui étaient du côté de Herbechelles, et qui sont ces carrières qui étaient exploitées déjà au XVe siècle par les Nonons d'abord et les Tabaguais ensuite. Alors il y a une chose qui reste un peu mystérieuse à Dinan, c'est qu'il est fort probable que la production de ces carrières était en bonne partie travaillée sur place, notamment pour la fabrication de ces grandes tombes et pour la fabrication de colonnes. Alors c'est assez amusant parce que, bon, vous verrez tout à l'heure les bancs dans la carrière. On imagine très bien que ça se prête à la fabrication de tombes, des espèces de grandes choses plates, mais il y a eu une production très importante de colonnes. Et donc notamment à Paris, au XVIIe siècle, on adorait les colonnes de marbre noir. Alors c'est un peu un problème parce que l'épaisseur des bancs est limitée, et donc on se demande comment c'était fabriqué. Comment c'était d'abord extrait et ensuite fabriqué. Et ce qui est très troublant, c'est qu'on a très très peu de traces d'ateliers à Dinan. Et donc Dinan a été fouillé depuis fort longtemps, et puis donc Dinan a été fort détruit aussi, faut-il le dire. Bon, Charles le Téméraire en son temps, Louis XIV, mais aussi les Allemands, donc Louis XIV, mais aussi les Allemands en 14. Et donc on a fouillé toutes sortes de choses. On trouve énormément d'ateliers, évidemment, de vinanderie, des tanneries, mais très très peu de traces de marbrerie. Et il est fort probable qu'en fait les marbriers étaient installés dans la partie sud, parce qu'on sait qu'il y avait des moulins à ce niveau-là. Mais on n'a rien trouvé comme trace matérielle. Et les Tabaguais dont je parlais tout à l'heure, dans leur propriété foncière, étaient gros propriétaires fonciers au sud de Dinan. Et donc voilà une carte plus récente qui vous montre à nouveau la localisation de ces nombreuses carrières de marbre, alignées évidemment suivant la tectonique et suivant la répartition des couches du Viséen. Et donc certaines sont encore accessibles, dont la carrière dite Sainte-Anne,
qui est un peu troublante parce qu'on fait souvent la confusion avec le matériau Sainte-Anne, qui, comme vous savez, est un matériau classique du franien, qui n'a rien à voir avec ceci, et qui est utilisé, si je ne me trompe, pour des activités de type paintball ou tir au clé, enfin des choses un peu sportives, mais qui ne facilitent pas la visite. Et donc il faut rappeler que parmi les réalisations, il y a notamment cette pierre tout à fait exceptionnelle de la cathédrale de Cologne. Bon, la cathédrale de Cologne est quand même une des plus grandes cathédrales de la chrétienté, et je ne sais pas si vous le savez, mais la plus grande pierre de la cathédrale de Cologne, c'est la table du maître-autel, qui est en fait un maître-autel gothique des années 1330-1340, noir et blanc, suivant le modèle des tombeaux qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, la table est une table monolithe de plus de 4 mètres sur 3, avec une épaisseur considérable, et on a estimé son poids entre 6 et 7 tonnes. Et donc, ce monolithe, ce mégalithe de marbre noir que l'on sait de Dinan, a voyagé vers 1340, de Dinan à Cologne, probablement par bateau. Ça reste des questions extrêmement troublantes. Comment faisait-on pour transporter? J'en ai parlé avec Marc Sutor, qui est un historien spécialiste de la navigation, qui dit qu'en fait, ce n'était pas tellement le transport qui était un problème, c'était l'embarquement et le débarquement. D'autant plus que, faut-il rappeler, à cette époque, il n'y avait pas de quai. Et donc, vous me direz, la cathédrale de Cologne, elle trempe presque dans le Rhin, d'accord? Mais en fait, si on avait un système d'échouage de bateaux avec un endroit un peu boueux, comment faisait-on pour sortir du bateau cette espèce d'immense tranche, à la fois lourde et fragile? Et donc, on oublie parfois de dire que ça a été très largement diffusé. Donc, Dinan est représenté comme étant une espèce de centre du monde. Je ne sais pas s'il y a des Dinantais dans la salle. Et donc, il y a une diffusion vers le sud qui se passe notamment par la Meuse jusqu'à Charleville-Mézières et ensuite à travers les campagnes par chariot. Mais il y a aussi très largement, évidemment, une diffusion vers Laval. Et donc, on gagne la mer et ensuite on peut voyager à nouveau vers Paris, c'est un deuxième chemin possible, mais aussi vers le nord. Et on oublie souvent de dire que Dinan était la ville la plus au sud de la célèbre Ligue hanséatique, et donc en tant que ville hanséatique, Dinan, pour sa dinanderie, avait une très large distribution à travers le nord, mais on sait, par des écrits, qu'à la fin du XVIe siècle déjà, la plupart des matériaux voyageaient, traversaient le Danemark, s'en allaient vers Danzig, et de là étaient distribués à travers l'est de l'Europe. Et donc on trouvait des matériaux en grande abondance à Varsovie, qui malheureusement, comme vous savez, a été détruite non pas en 14 mais en 40, enfin dans les années 40-45, et donc il reste peu de traces, mais également dans les États baltes. Et donc à Vilnius, vous avez une cathédrale, dont une chapelle Saint-Casimir présente en fait un mélange très typique de noir de Dinan et de rouge de nos régions, avec du blanc qui est en fait un blanc. Il y a eu en fait un trafic, on est vers les années 1600 à nouveau, c'est l'époque d'Albert et Isabelle, depuis Dinan vers Florence. Alors c'est assez amusant, on a des traces notamment, c'était un bâtard des Médicis qui s'occupait du commerce et qui a envoyé à son demi-frère, le grand-duc de Toscane, une grande plaque de marbre noir de Dinan, que le grand-duc a été fort content de voir arriver, qui s'est empressé de faire incruster de lapis lazuli, parce qu'il croyait que c'était un peu sombre et qu'il fallait rehausser un petit peu, et qui était très satisfait du résultat, et qui l'a envoyé à un cousin en Espagne, comme cadeau de bienvenue. Et donc, relisez Cauchy, c'est plein d'enseignements. Je ne sais pas si Marlène a ça digitalisé. Non, pas encore. Non, Cauchy, vous n'avez pas digitalisé? Ça viendra. Et venons-en à Golzin proprement dit. Alors Golzin, c'était avant tout un formidable château. Ça ne se marque pas de nos jours que nous sommes aux confins des terres du comte de Namur, vers le duc de Brabant, au nord. Au nord se trouvent toujours des choses un peu dangereuses, et donc le duc de Brabant était un seigneur redoutable qui était constamment en guerre avec son voisin de Namur. Et donc le voisin de Namur a fait construire, comme il se doit, une forteresse. Et donc Golzin, c'était non seulement un château fort, mais une ville qui était entièrement cernée par une enceinte, et qui essayait de résister vaille que vaille à cet envahissant voisin. Alors, de façon un peu surprenante, ce sont des Liégeois qui ont attaqué vers les années 1430, 1431-32, la forteresse, qui l'ont assiégée et qui ont emporté le siège. Et donc c'est resté très célèbre dans les annales de la guerre. Je ne pratique pas beaucoup parce que je suis plutôt pacifiste, mais si vous faites Golzin dans une histoire de la guerre, vous verrez que c'est très célèbre parce que les troupes du prince-évêque de Liège, lorsqu'elles ont emporté le siège, donc lorsque la forteresse s'est rendue, ont quand même passé au fil de l'épée tous les habitants. Pour un prince-évêque
de charité chrétienne, ça a passé pour... et donc la cour de La Haye n'était pas encore créée, et donc le prince-évêque n'a pas été... et donc Gölzin a été anéanti, mais il en reste des traces, et il en reste encore aujourd'hui. Et donc j'ai retrouvé récemment aux archives de l'État à Gand un très beau plan du 18e, et qui est fort plié, et donc malheureusement c'est au centre évidemment que se trouve la forteresse, et vous avez encore les indications de la chose et du village quasiment qui était à côté de Gölzin. Voilà le plan en question. Et donc les carrières que vous allez voir sont évidemment dans la partie sud de cette implantation. Et Gölzin, c'est encore un château. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, le château avait transité, la grande forteresse avait transité de seigneur en seigneur et avait été acheté par notamment les Hualard, famille industrielle namuroise, et reprise à l'extrême fin du XVIIIe par les Demalais de Bienne, qui ont fait construire le château actuel, qui est un rare exemple dans nos régions de style empire. On raconte que la première pierre de Gölzin a été posée le jour du sacre de Napoléon. Alors je ne me souviens jamais si c'est le 2 ou le 4 décembre, c'est sûrement en décembre 1804. C'est assez étrange de poser une première pierre en hiver. Et question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on savait à Gölzin qu'à Notre-Dame, à Paris, on était en train de sacrer Napoléon, à l'époque où il n'y avait pas de GSM et pas d'Internet. Mais bon, comme tout à l'heure, on a vu que Dinan était en avance sur Paris, peut-être qu'il y avait une connexion directe entre les deux. Et donc le château existe toujours, vous le verrez peut-être de loin, mais la végétation, à mon avis, a déjà pris un peu le dessus. Et comporte, évidemment, faut-il le dire, un très très beau décor marbrier. Les Demanais étaient exploitants des carrières, et donc vous avez un très beau vestibule avec un mélange de noir du pays, un gris, qui est probablement un gris de Fleuref. C'est probablement ce qu'on appelle le calcaire, le marbre de Sauvignon, sur la hauteur de Fleuref, et un rouge de la région de Philippeville. Et alors la pièce la plus superbe, c'est en fait au centre de ce cube, donc le château a un plan centré, un grand escalier qui s'en va en fait jusqu'en haut. C'est une pièce qui monte jusqu'au sommet du toit qui est éclairé par un lanterneau. Et vous avez un grand escalier qui s'élance d'une seule venue sans support. Et un grand sol qu'on appelle à la Philibert de Lorme, parce qu'en fait, c'est sur le modèle du château d'Annette qu'on a vu tout à l'heure, un sol dont les dalles sont générées par des courbes. Ce qui veut dire que chacune des dalles est différente, que chacune des dalles a des côtés courbes et un système losangique, avec un centre qui est très beau aussi, et un système de chauffage qui est d'origine. Et donc Gölzin était chauffé dès le début du XIXe siècle avec un système d'air pulsé. Et est habité de nos jours, comme vous voyez, par les vêtements qui sont sur la rampe. Et donc, j'ai commencé, toujours à ce moment de loisir, vous savez, nombreux, à creuser les archives de Manet de Bienne. Alors, pour des raisons de famille compliquées, les archives de Manet sont stockées, sont léguées de nos jours aux archives de l'État à Gand. Ce qui a dissuadé beaucoup de chercheurs namurois d'aller jusque-là. Et en fait, je ne vous dirai pas que les Gantois sont plus organisés en termes de classement d'archives, mais c'est très très bien organisé. Et donc sont conservés notamment les comptes de la carrière. Et donc vous avez les comptes, année par année, depuis les années 1840. Alors ce qui est amusant, c'est que je n'ai pas tout figuré parce qu'il y a des centaines de pages d'archives. Vers ces années 1840, en fait, le vicomte de Manet de Bienne a cédé l'exploitation de sa carrière à sa fille, qui s'appelait Angélique. Angélique, vicomtesse de Manet de Bienne, et qui a été, à ma connaissance, une des premières femmes exploitantes de carrière en Belgique. Et par ailleurs, elle avait une vie sociale tout à fait intéressante. Si vous faites Angélique de Manet de Bienne sur Google, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent à ce nom, vous verrez qu'elle avait des activités charitables à Namur, où elle fréquentait les couvents et choses comme ça. Elle est morte prématurément, peut-être à la tâche. Vous verrez que la carrière n'est pas facile à exploiter. Mais donc, on parle encore, dans ce que je vous dirai, de la carrière dite de la vicomtesse, de l'émancipation de la femme à Gölzin. Et plus récent, mais encore plus impressionnant, j'ai eu l'occasion de découvrir chez une collectionneuse de Mazie un des rares registres conservés d'une grande entreprise qui était les De Geef. Et vous avez en fait une comptabilité sur à peu près 750 pages de 2 ans. Et donc un lourd volume relié de cuir et de cuivre. Et vous avez donc la comptabilité au jour le jour. Donc Francis a essayé de m'inciter à transcrire les 800 pages de compte. Mon président qui est sur Excel, c'est bien. Oui, c'est ça. Mon président qui est quelque part dans la salle et qui trouve que les moments de loisirs que j'ai évoqués de nombreuses fois ont leurs limites, trouvait que le travail était un petit peu au-delà de de notre but social. Et donc, vous dire un mot de Merbe-Sprimont. C'était au départ Merbe-Sprimont. Merbe, c'est en fait la famille Puissant.
qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, a été autorisée par l'impératrice Marie-Thérèse d'abord à installer sur la Sambre à la Buissière une grande scierie. Et donc on conserve pieusement l'autorisation. Hein. Je ne pense pas que ça ait encore valeur en termes de permis de nos jours. Un écrit de Marie-Thérèse, toute impératrice qu'elle était. L'administration est parfois très tatillonne. Et quand une impératrice accordait ce genre de choses. Et donc il y a eu pendant très longtemps la grande usine qui existe encore, avec la scierie, et toute une série d'implantations partout. Il faut-il rappeler que les puissants étaient propriétaires des plus belles carrières du Carrare. Et que si vous voulez le Carrare le plus pur et le plus blanc et le plus statuaire, vous demandez du Carrare P, qui est l'initiale de puissant. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu des moments un peu difficiles. La guerre de 14 a marqué un arrêt important de toute activité, notamment extractif. Et après la guerre, c'est la Générale de Ban qui a décidé de fusionner deux grandes vieilles maisons, Merbe d'une part, la Buissière et les Puissants, et Sprimont d'autre part. Sprimont qui était en fait une entreprise qui avait été boostée par un Hollandais qui s'appelait Mathieu van Roggen, qui l'avait très fort modernisé en faisant construire notamment les grandes centrales électriques vers 1904-1905. Et donc a été créée en 1921 la Société anonyme de Merbe-Sprimont, avec un capital incroyable de 30 millions de francs or. C'était à l'époque la plus grande société marbrière au monde. Et donc, voilà un exemple des ateliers. Je parlais il y a un instant de l'émancipation de la femme. Donc, de la condition de la femme, dont évidemment le doigté incomparable est seul à même de donner un poli tout à fait impeccable à ces choses-là. Et donc, ces dames sont en train de polir, en fait, dans l'usine de la Buissière, des éléments. On a conservé un reportage tout à fait exceptionnel des années 1929-1930, où Merbe-Sprimont a fait photographier toutes ces installations, dont notamment l'image qui précédait des usines, mais aussi des carrières. Voilà une descente de Golzine à cette époque-là, avec différentes figurations, différents cadres. Les installations de surface. Et alors, chose amusante, vous voyez qu'on recouvrait de foin les blocs. C'est une vieille tradition qu'on utilisait notamment pour les maçonneries, pour les protéger à la fois de l'humidité et du gel. Et donc je pense que c'est une installation qui est encore en place en termes de structure métallique. Il n'y a jamais eu, que je sache, de grandes transformations sur place. Donc vous voyez les blocs perforés. Alors, dans les années 20, en fait, un entrepreneur spécialement audacieux s'est décidé à forer un trou pour descendre, retrouver le gisement plus bas que ce que les ancêtres avaient exploité par des galeries qui descendaient toutes de la surface. Et donc on a ces images exceptionnelles de l'installation première. Ça, c'est pas celle qui existe encore. C'était une installation primitive et la remontée d'un de ces blocs avec un pont roulant à côté. Voilà l'équipe au travail. Et les vues de la carrière basse, avec comme dans Hitchcock, hein, les gens qui sont pas évidemment des ouvriers. On ne travaille pas, même de nos jours, tu ne descends pas dans ta carrière en chapeau haute forme, donc, et qui figure dans quasiment toutes les images du reportage. Alors ce qui est troublant, c'est parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Et alors ce sont des photos à très longtemps de pause, ce qui explique la présence de ces fantômes qui circulent un peu partout. Ce sont des photos d'une qualité extraordinaire, et donc ici vous les voyez en grand, en grand grossissement, mais on peut zoomer très très fort, et on a fait une exposition autrefois où on avait mis des personnages en grandeur réelle. Et c'est évidemment très intéressant pour toutes les techniques, notamment les années d'air comprimé et autres. Et voilà donc la phase de minage qui consistait à dégager le sommet des bancs, donc les fameux 5 bancs qu'on voyait mieux sur la précédente, je crois. Les 1, 2, 3, 4, 5 bancs de marbre noir, et donc on mine d'abord la partie supérieure sur une hauteur d'1 mètre 32, 3, ces ordres-là. Et donc c'est un moment un peu inconfortable dans la vie de l'ouvrier de Golzine, enfin c'était. Et ensuite on élimine les coproduits, parce que ce sont pas des déchets évidemment, vous savez, les coproduits pour reboucher les anciennes chambres. Et donc il y a des images assez amusantes, notamment de ces ouvriers qui sont en train de taper avec des spigots et des choses de genre pour casser les bancs et ensuite les décoller. Et à l'arrière-plan, vous voyez en fait des ouvriers qui sont en train de forer avec des perforatrices qui sont guidées par des rails métalliques pour perforer jusqu'à l'épaisseur du banc. Et ensuite on soulève. Donc on glisse des coins par-dessous et on décolle le banc qui finit par craquer.
plus mauvaise mais intéressante parce qu'on voit justement l'utilisation de ces perforatrices, une image de presse avec les guides métalliques. Et l'aspect un peu chaotique parce que donc on reprenait tous ces moellons pour les entasser, vous verrez tout à l'heure sans doute, dans les anciennes chambres. Et voilà une vue de la grande galerie avec ses chambres rebouchées de part et d'autre et le rail de petit chemin de fer. Donc ce sont des photos aériennes déjà relativement anciennes, donc vous pouvez comparer avec la vue ici qui est beaucoup plus récente. Donc le château dont on parlait se trouve quelque part en bas de l'image, la nationale est quelque part à l'horizon, et donc vous avez l'entrée en surface et la grande descente avec le puits qui est installé en fait ici. Et un reportage aussi sur le puits, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller jusqu'au puits sur le tas, on verra. Et donc la grande galerie en question, qui est évidemment infiniment plus grande que la grande galerie de Versailles, et qui est entièrement de marbre. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup cette machine commence à tourner toute seule. Voilà. Alors, parmi les grandes familles, il y avait les De Geef et les Étienne, et on conserve des éléments intéressants. Alors un papier à lettres qui est un peu troublant parce qu'il montre une carrière très différente de ce qu'on peut imaginer, une carrière assez ouverte. Et on s'est demandé, parce que c'est une disposition classique, notamment des carrières d'éco-signes, si ce n'était pas un papier à lettres trompeur. Il y a toujours eu des entrepreneurs un peu audacieux qui prennent des photos des usines de leurs confrères pour montrer que c'est des leurs. Donc ça peut exister. Mais l'usine est bien réelle. C'est l'usine qui est le long du chemin de fer à Mazy. Et notre représentant de la ville de Gembloux peut dire que c'est une usine qui pose, enfin c'est des bâtiments industriels qui posent souci parce qu'il y a des volontés d'y implanter une industrie de recyclage de plastique qui font problème au niveau des riverains. Je ne fais pas de politique communale ici, donc il n'y a pas plus loin dans l'affaire. Voilà la vue de la carrière. Oui, ça ressemble très peu au marbre noir d'ici. Et voilà l'usine. Et donc tout le système, donc avec le chemin de fer évidemment au premier plan, mais le transport par les petits chariots, et puis les installations qui sont extrêmement étudiées en termes de transit et la cheminée de la machine à vapeur. Un détail de la chose. Et voilà l'usine au début du XXe siècle. Et donc vous voyez que les bâtiments ont peu changé. On reconnaît les toitures du grand hall avec la machine à vapeur. On a installé en fait des chètes, donc des bâtiments plus modernes, et une nouvelle usine à l'horizon. Et le gros avantage était évidemment une connexion directe au chemin de fer. Voilà donc la nouvelle usine en tant que telle, qui est en fait au bout du chemin qui longe encore de nos jours le chemin de fer. Et une image assez amusante des ouvriers sur les blocs. Et toujours, évidemment, la main-d'œuvre féminine utilisée au polissage ultime. Et des vues assez amusantes aussi d'une tradition qu'on oublie peut-être avoir été très fréquente dans nos régions, des usines à mosaïque. Et donc, c'était des productions en très très grande série de mosaïques. On ne perdait évidemment rien, gestion parcimonieuse d'une ressource naturelle non renouvelable. Et donc, on exploitait jusqu'au bout les moindres morceaux et ensuite même la poudre. Et donc, il y avait des machines spécialisées qui étaient des espèces de mini-cuveuses pour faire des petits cubes et ensuite un tri sélectif opéré par un monsieur. C'est assez amusant. Donc, qui mettait dans des sacs ces fameuses mosaïques. Et de temps en temps, des moments festifs. Et vous remarquerez qu'à nouveau, il y a une madame à table et qu'à l'époque, on buvait de la bière lors des réunions de nervous primaires. De façon plus sérieuse, vous dire que les choses techniques ont été étudiées en grand détail par un collègue et ami qui est Franz Depré et qui travaille depuis fort longtemps sur les techniques de toutes sortes et qui a publié un article en anglais de synthèse dans un volume que vous connaissez peut-être, que je fais circuler. L'article en question est là où se trouve le signet et qui a résumé en fait ces approches de l'extraction des marbres rouges et des marbres noirs. Donc, chose très différente puisque le rouge est caractérisé, comme vous savez, par des gisements qui sont très massifs. Et alors, pour presque terminer, vous dire qu'une technique que vous connaissez tous, qui est le fil hélicoïdal, a un lien très très étroit avec Mazy, parce que vous savez sans doute que le brevet du fil hélicoïdal est français, par un nommé Chevalier, de mémoire c'est 1854, que le procédé a été amélioré dans la seconde moitié du XIXe siècle par un Belge qui s'appelait Paulin Guet et qui était ingénieur des mines, je crois, mais qu'il a été appliqué de façon industrielle grâce à un industriel de la région namuroise qui s'appelait Michel Tonnard et qui était notamment responsable des ateliers sidérurgiques qui portaient le nom de Progrès industriel Jean Bois.
Et donc Michel Tonard est célèbre à plusieurs titres. Il a un rond-point à Namur sur les hauteurs, mais c'est surtout parce qu'il a été à l'origine de l'aménagement touristique de la citadelle lorsqu'elle a été démilitarisée. Mais on oublie de dire que donc Michel Tonard était important, et donc on en parle donc de la ville de Carrare, et à nouveau de l'importance de la femme dans l'affaire. La maman de Michel Tonard s'appelait de Gesvres. Et donc Michel Tonard avait dans ses gènes, d'une part, une tradition industrielle du métal, et d'autre part, une tradition industrielle du marbre. Ce qui explique sans doute qu'il s'est intéressé fort tôt à ce projet de câble hélicoïdal. Et un reportage des années 30 qui vous montre l'abattage d'une grande tranche de marbre rouge. Donc c'est extrêmement différent puisqu'on a un matériau qui est d'une part très massif, très compact, et en énorme masse. Et donc c'est à la carrière de Beauchâteau où on a procédé très traditionnellement par une grande découpe, une encoche, quelques soutènements, un paillasson. Ensuite on fait descendre prudemment la tranche, on la retient par en bas, ça finit par lâcher, ça casse, et ça casse vous êtes décassé. Et donc le fil hélicoïdal a une origine en partie jambloutoise. Et vous dire que ce marbre noir a été utilisé de façon très très intense sous le nom de paragone et de fiandre. Donc fiandre, c'est parce qu'on est évidemment en Flandre. Et paragone, c'est en fait une traduction d'une confusion qui est fréquente. Dans les documents anciens, vous verrez souvent que ce matériau est appelé pierre de touche, ou touchsteen, ou toesteen en néerlandais, ce qui donne paragone en italien. Et donc, cette confusion entre la pierre de touche, qui est, comme vous savez, une matière siliceuse. Or, vous verrez que derrière la queue du perroquet se trouvent des crinoïdes qui vous montrent de façon tout à fait indéniable qu'on est en face d'un calcaire de nos régions paléozoïques. Et rappeler quelques références. Les rois de France, la cour de marbre de Versailles, qui est toujours plus belle sous la pluie, et donc du Carrare, du noir, différents types de noir, dont notamment du petit granit de Soigny, mais aussi du noir de Tournai. Et à côté des rois de France, les rois du football, la maison de quelqu'un de Liège qui a affaire avec le Standard, et qui a fait réaliser par Van Denove un très très beau vestibule qui mélange le blanc et le noir. Le blanc était du Carrare. Alors on raconte que Charles Van Denove est allé à Carrare lui-même choisir les blocs comme faisait Michel-Ange autrefois. Ça, ce sont les légendes liégeoises. Et le noir vient d'ici. Merci pour votre attention. Ceci est un petit monument de l'église de Bossières qui sera l'objet le week-end prochain d'une autre festivité autour du marbre noir. Pour le moment, il n'y en a plus pour le noir.